Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de continuer notre petit reportage sur l'histoire de l'école normale de gymnastique de Joinville-le-Pont et nous allons continuer à travailler, du moins à étudier les personnes qui ont contribué à amener le principe de l'école à se mettre en place. Donc on ne peut pas dire que ce sont des gens qui ont créé l'école en elle-même, mais de par leurs travaux personnels, ils ont fortement influencé ou aidé à la création de cette école. Pour commencer, nous allons parler de monsieur Heinrich Klias, un Suisse. Il est originaire d'Arberg et il naît en Amérique en 1782. Il devient matelot, s'engage dans la marine hollandaise et comme il aime l'aventure, au bout d'un moment, il est fait prisonnier par les Anglais à l'âge de 21 ans. Après sa libération, il se remet à sillonner le monde et il apprend le métier de maître de gymnastique au cours de ses pérégrinations. En 1806, il inventa le triangle mobile, une sorte de trapèze aujourd'hui disparu. Il enseigna la gymnastique en Hollande et en Allemagne du Nord avant de se rendre dans la région d'Arberg en 1810. Employé dans un établissement viennois du pasteur Gottlieb Zender, il défendit avec ardeur l'éducation physique à l'école, ce qui n'était pas ça n'avait pas de soi à l'époque encore. Par la suite, Klias enseigna dans les écoles publiques de la ville de Berne et fonda à Marzilly la première piscine. Pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit... En 1821, il repartit à l'étranger et donna des cours de gymnastique dans des écoles de marine, des écoles militaires en Angleterre. De retour à Berne, quelques années plus tard, il commanda le corps de gendarmes bernois et mourut à Morges en 1854. Alors ce monsieur va écrire un traité, le traité élémentaire de gymnastique rationnelle, hygiénique et orthopédique. Pour lui, la gymnastique doit être une préparation aux tâches de la vie, à la vie adulte et aux risques de la vie quotidienne. Il s'intéresse à la façon dont les jeunes enfants sont plus ou moins adaptés à la vie sociale urbaine. Il essaye de montrer que la gymnastique s'appuie sur les préceptes généraux de la nature. La gymnastique est fondée sur une sorte de naturalisme. Il prend comme exemple les animaux qui ont des comportements visant l'utilité. Sa gymnastique est donc utilitaire. Il conseille que l'on commence la gymnastique dès le plus jeune âge. Les très jeunes enfants doivent apprendre à se servir de leur corps. Ces mouvements naturels vont permettre des mouvements plus complexes, plus dynamiques. La notion de dynamique motricité naturelle est le fond de sa gymnastique. Il n'aura pas une influence directe sur la création de Joinville, c'est évident, mais et en plus ses idées seront un peu éclipsées par celles d'Amoros, mais il n'empêche qu'on retrouvera ce principe de mouvement naturel, on retrouvera plus tard avec une personne que ou vous connaissez ou que vous allez connaître, et qui aura aussi un intérêt et qui va énormément influencer l'entraînement de l'école de Joinville. Donc, les travaux de ce monsieur ne sont pas à dénigrer ni à ignorer, parce qu'il lance lui-même un mouvement que l'on retrouvera à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Maintenant, nous allons passer à Hippolyte Triat. Alors lui, on va dire qu'il a une importance catégorique, non pas forcément dans l'histoire de Joinville, mais dans l'histoire de la culture physique et de la remise en forme moderne. Cet homme est né le 14 octobre 1812 à Saint-Chapt et il meurt le 11 janvier 1881 à Paris. C'est un homme fort et un entrepreneur, et comme je vous l'ai dit, il est le père fondateur de la culture physique et du centre de remise en forme. Il est originaire du Gard, et ses parents décèdent, on ne sait pas trop pourquoi, mais il devient orphelin en 1816, et il se fait enlever par des vagabonds, et vendu à une troupe de saltimbanques niçois. Déjà, début de vie assez sympa. Il devient alors une sorte de mascotte, et il accompagne donc les saltimbanques dans les tournées dans toute l'Europe, et il se fixe ensuite en Espagne. En 1828, il fait partie d'une troupe espagnole de contorsionnistes et se blesse gravement. Il est alors pris en charge par une dame patronnesse originaire de Burgos, soigné et éduqué, pratiquant les sports. Alors comment il se fait mal? En fait,
il essaye de maîtriser un cheval pour sauver la vie d'une aristocrate, et cette dame s'appelle Madame de Monsanto. Et c'est cette dernière, en fait, qui va lui permettre d'avoir une éducation et d'avoir accès à des livres grecs en grec et en latin à propos de la culture physique. Et c'est par la suite qu'il va fonder une école de culture physique à Bruxelles, avant de venir s'installer à Paris en 1849 et fonder son gymnase à l'avenue Montaigne. Avec son comparse Daly, ils écrivent en 1848 au gouvernement provisoire une lettre pour réclamer la création d'un ministère de l'éducation physique. Rien de moins. Il se veut un gymnasiarque, un éducateur sportif hygiéniste à visée orthopédique. Il a comme élèves et clients des aristocrates et des membres de la haute bourgeoisie parisienne. Parmi eux, on compte le prince Louis-Napoléon Bonaparte, Paul Féval, Jules Vallès et Eugène Paz. À la fin des années 1860, ayant gagné jusqu'à 400 000 francs de recettes, il ambitionne de faire construire sur l'île Saint-Germain un immense complexe sportif, une école normale de gymnastique, dont les plans sont tracés par le fils de Théodore Charpentier. La guerre franco-prussienne, malheureusement, vient compromettre son projet, et Triat, reclus dans Paris au moment de la Commune, est alors nommé par Jules Alix à la tête d'un bataillon de gymnastes. Dénoncé, il est emprisonné par les Versaillais, puis rendu à sa liberté en juillet 1871. Le gymnase Triat existe encore en 1872, publicisant ses nouveaux traitements à base d'hydrothérapie. Quittant l'avenue Montaigne en 1973, il ouvre un dernier espace plus petit au 22 de la rue du Boulois. Présent à l'exposition universelle de 1978, il y présente en réduction une maquette de son gymnase qui doit fermer l'année suivante. Relativement oublié, Triat, laissant une veuve née Marie-Françoise Cornélie Pasquet, meurt au 22 de la rue Jean-Jacques Rousseau en janvier 1881. Jules Alix lui rend hommage et permet à sa dépouille d'être enterrée dans le tombeau de sa famille. Selon Desbonnets, qui n'est pas n'importe qui non plus, Triat en 1854 mesurait 1m79 et pesait 95 kg. Il était capable de soulever un haltère de 91 kg. Dans son gymnase parisien, il se déguisait en maître de cérémonie et entraînait collectivement les sportifs selon diverses disciplines de force auxquelles pouvait assister le public. Triat, supprimant les appareils compliqués, inventa sa méthode du parquet où l'élève, avec une paire d'haltères de 6 livres, une barre de 12 livres et quelques massues, acquiert une bonne musculature avant d'aborder les exercices de suspension, d'escalade et de saut. Comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui est en place avant la création de l'école de Joinville. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas créé ex nihilo. C'est une conséquence de plusieurs causes qui sont elles aussi des conséquences d'autres causes. Et en fait, c'est un déroulement logique et normal. Techniquement, vu comment les choses se sont imbriquées, il ne pouvait pas être autrement qu'une école à visée militaire ne soit créée, vu l'élan qu'il y avait sur la gymnastique. L'armée, en général, n'invente pas. Par contre, elle reprend les idées qui marchent. Et pour le coup, elle a repris cette idée d'une école de gymnastique qui permet de former des instructeurs et aussi de monter en gamme en termes de qualité. Et vu comment étaient présentés les protagonistes que je vous ai décrits avant, comment présentent tous les intérêts de la pratique gymnastique pour développer des hommes forts, développer des gens capables, eh bien, l'armée ne pouvait pas fermer les yeux sur cet aspect pour avoir des soldats en bonne santé, des soldats efficaces sur le terrain et qui puissent faire la différence. C'est ce qu'on appellera le mordant plus tard. Et effectivement, quand je lis quelques rapports de bataille, notamment sur celle de 1870, si tactiquement ou stratégiquement l'armée française avait des défauts, jamais le soldat français est pris en défaut sur sa capacité au combat. Il y a vraiment une école française, une méthode française, et les Français avaient vraiment ce mordant qui faisait que quand ils commençaient à rentrer en action, en face, ça commençait à claquer des dents sérieusement, parce qu'ils avaient en face, ils avaient face à eux des gens capables. Donc une fois de plus, croire que les choses sont séparées et se créent de façon catégorique à partir de rien, et avec une création de l'instant, voilà, c'est faux, c'est archi faux, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Ce sont des évolutions, que ce soit par l'erreur ou par des trouvailles, et petit à petit, on arrive à la solution. C'est fini pour cet épisode. Maintenant, vous connaissez un peu mieux les gens qui sont les précurseurs à l'idée d'une école normale de gymnastique. Nous pouvons discuter de tout cela dans les commentaires, ou sur l'Amicale des Arts Martiaux Français, sur Facebook, sur VK, sur Discord. N'oubliez pas, notre forum est ouvert. Il suffit d'aller dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien pour nous rejoindre sur Discord. Et si vraiment
trouvez formidable ce que je fais avec ma chaîne, vous pouvez m'aider en souscrivant à ma chaîne privée Patreon, qui me permettra, en même temps, vous aurez accès à des cours de boxe française et d'arts martiaux français en général, et moi, ça me permettra de continuer à investir pour avoir ou du meilleur matos, ou de pouvoir m'équiper un peu plus sérieusement. En attendant, j'espère que cette série de vidéos vous plaît, et donc rendez-vous au prochain épisode pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'école de Joinville. Allez, à la prochaine.